Ce premier tome ne raconte pas seulement la chute d'un mur, il expose la chute de l'innocence. Entre exode, humiliation, sacrifice administratif et promesse de vengeance, l'attaque des Titans installe un monde où la vie humaine est une variable d'ajustement et où l'engagement devient une nécessité intérieure. Irène, Mikasa et Armin ne sont plus des enfants. Ils deviennent des recrues, porteurs de feu, de doute et d'une volonté de comprendre. Autour d'eux, les figures du pragmatisme, de la dissidence, de la fidélité et du secret esquissent déjà les tensions fondatrices du récit. Ce tome est un seuil, celui de la mémoire, de la colère et du refus de l'oubli. L'auteur de l'attaque des Titans, Hajime Isayama, est un mangaka japonais né en 1986 à Oyama, dans la préfecture d'Ōita. Ce n'est pas un simple créateur de shonen, c'est un architecte de vertige, un sculpteur de doute. Dès le lycée, il esquisse les contours d'un monde où les murailles ne protègent pas l'innocence, mais l'ignorance, et où les titans ne sont pas que des monstres, mais des reflets de nos peurs, de nos pulsions, de nos systèmes. Isayama a refusé d'adoucir son style pour plaire aux grands éditeurs. Il a préféré le risque à la conformité, l'attention à la facilité. Son œuvre, débutée en 2009, s'est imposée comme une fresque tragique et politique, où la mémoire, la vengeance, l'identité et la liberté s'entrelacent dans une danse brutale et poétique. Ce qui frappe, c'est sa capacité à brouiller les repères moraux. Héros et bourreaux s'échangent les masques. Les idéaux se fissurent et chaque chapitre semble nous demander « Et toi, que ferais-tu » En cela, Isayama est un dramaturge du doute, un conteur de l'ambiguïté. Ce premier tome ne raconte pas une guerre, il raconte une chute. La chute d'un mur, la chute d'une illusion, la chute d'une enfance. Irène, Mikasa, Armin, 3 enfants dans un monde clos. Un monde qui se dit protégé, mais qui est déjà rongé. Par la peur, par le mensonge, par l'oubli. Le mur Maria tombe. Les titans entrent. Et avec eux, la vérité. Ce n'est pas une invasion, c'est une révélation. Le premier chapitre s'ouvre sur une promesse énigmatique. Pour toi, dans 2000 ans. Ce titre agit comme une adresse suspendue dans le temps, une prophétie inversée, un fil tendu entre passé et futur. Il installe d'emblée une tension mémorielle. Ce récit ne sera pas seulement une histoire de guerre, mais une quête de transmission. Le chapitre nous introduit dans un monde clos, organisé autour des 3 murs concentriques. Maria, Rose et Sina, censés protéger l'humanité des titans. Mais cette protection est une illusion. Les soldats de la garnison, ivres et arrogants, incarnent une société qui a troqué la liberté contre le confort, la mémoire contre l'oubli. Irène, lui, refuse cette logique. Il voit dans cette vie recluse une forme d'élevage, du bétail dans un enclos. Sa révolte est instinctive, mais déjà philosophique. La cellule familiale des Jäger reflète cette tension. Carla, la mère, incarne l'amour protecteur, mais aussi la peur paralysante.
Elle refuse qu'Irène rejoigne le bataillon d'exploration. Grija, le père, plus attentif, perçoit la curiosité de son fils. Il lui promet l'accès au sous-sol. Lieu interdit, cœur du mystère. Puis il part et ne revient pas. Ce sous-sol devient un symbole, celui du savoir confisqué, de la vérité différée, de la promesse suspendue. La scène avec Armin, harcelée par des voyous pour avoir osé critiquer les murs, révèle une autre facette du monde. La brutalité ordinaire, la violence sociale contre le doute. Armin ferme les yeux, persuadé que personne ne viendra. Mais Irène surgit, puis Mikasa. Les agresseurs fuient, non par respect, mais par peur. Ce trio, pensée, feu, protection, incarne une résistance naissante. Leur discussion sur les murs, les tabous, les mensonges du pouvoir est le cœur philosophique du chapitre. Ils doutent, ils interrogent, ils refusent l'aveuglement. Ce doute est déjà une forme de révolte, et c'est alors que la terre tremble. Le titan colossal surgit, haut comme le mur, il brise l'illusion, il ouvre une brèche dans le mur Maria. Les titans entrent, et avec eux la vérité. Irène voit sa mère mourir, dévorée. Hannes, le soldat, recule. Il ne sauve pas, il regarde. Ce n'est pas seulement la mort d'une mère, c'est la mort de l'enfance. Irène ne pleure plus. Il hurle, il jure, il promet l'extermination. Ce chapitre est une tragédie inaugurale. Il mêle l'intime et le politique, la mémoire et la prophétie. Il installe les motifs du récit, la chute, le doute, la quête de vérité, la violence du monde et la promesse d'un avenir à reconstruire. Le titre, pour toi, dans 2000 ans, agit comme une adresse à l'héritier, celui qui viendra, celui qui comprendra, celui qui portera le fardeau. Il y a des jours qui ne passent pas, des jours qui restent dans les cris, les cendres, les silences. Ce jour-là, le monde a basculé. Ce chapitre s'ouvre sur une déchirure. Le mur Maria est tombé. Les titans ont envahi Shiganshina. Ce n'est plus une menace lointaine, c'est une déferlante immédiate. Le refuge s'effondre. Ce jour-là, l'humanité perd son illusion de sécurité. La scène est brutale, les canons tonnent, mais face au titan colossal, ils ne sont que des cailloux jetés contre une montagne. La population fuit, mais il n'y a pas assez de bateaux, pas assez de place, pas assez de temps. Le chaos est total. Et au cœur de ce chaos, une tragédie intime. Irène voit sa mère mourir, dévorée sous ses yeux. Mikasa assiste aux cris d'Irène. Armin voit le monde s'effondrer. Hannes, le soldat, présente ses excuses. « J'ai eu peur ». Cette phrase simple et humaine résume l'impuissance d'un système tout entier. L'exil ne sauve pas, il humilie. Les réfugiés sont trop nombreux, les rations trop faibles. La solidarité vacille. Un soldat accuse les survivants de voler le pain. Irène explose. Armin s'excuse. La peur devient rancune. La honte devient colère. Ce n'est plus seulement une guerre contre les titans, c'est une guerre intérieure, sociale, morale. Puis vient l'expédition sacrificielle. 1 an après la chute, le gouvernement envoie 250 000 civils au front. 20% de la population. Une centaine revient.
Ce n'est pas une bataille, c'est une boucherie. Une opération de régulation démographique déguisée en acte de bravoure. Armin perd un proche, Irène perd ses illusions. Mais il ne renonce pas, il décide de s'engager. Mikasa aussi, pas pour la gloire, pour rester ensemble. Ce chapitre est un basculement. Il montre que la chute du mur n'est pas seulement physique. Elle est psychologique, sociale, existentielle. Ce jour-là, les enfants deviennent soldats, non par choix, mais par nécessité. Ce jour-là, la promesse de vengeance devient moteur. Ce jour-là, le doute devient feu. Ce chapitre marque un tournant décisif dans la trajectoire narrative et émotionnelle de l'œuvre. Il ne s'agit pas simplement d'une scène de fuite ou de catastrophe, mais d'un basculement existentiel. La perte brutale de l'enfance, la révélation d'un monde où la sécurité n'est qu'un leurre. La fuite d'Irène, Mikasa et Armin n'est pas une libération, c'est une défaite intime et collective. Ils quittent leur maison, leur quartier, leur mère, non pas pour survivre, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. La mort de Carla Jäger, dévorée sous les yeux de son fils, constitue un traumatisme fondateur. Elle incarne la violence nue, sans justification ni consolation. Le regard d'Irène, figé dans l'horreur, devient le miroir d'un monde où la justice n'est plus qu'un souvenir. Le personnage de Hannes cristallise cette tension morale. Son refus d'affronter le titan n'est pas une simple lâcheté, c'est une lucidité tragique. Il choisit de sauver les enfants, non par héroïsme, mais par impuissance. Ce geste ambigu hante Irène. Il ne comprend pas encore les ressorts de cette décision, mais il en ressent déjà l'injustice. Ce ressentiment, cette incompréhension deviendront le moteur de sa haine et plus tard de sa transformation. La seconde moitié du chapitre 2 déplace le regard du spectaculaire vers le drame social. Après la chute du mur Maria, l'exode massif des survivants vers les districts intérieurs révèle une autre forme de violence. Celle de la promiscuité, de la faim, de l'humiliation. Les titans ne sont plus là, mais leur ombre persiste dans les regards, les silences, les rancœurs. Les réfugiés, entassés, deviennent des indésirables. La solidarité, si elle a jamais existé, se délite. La société cloisonnée des murs révèle sa hiérarchie brutale. Ceux qui viennent de l'extérieur sont perçus comme des fardeaux, des parasites. Un soldat insulte les survivants et Irène, révoltée, le frappe. Ce geste impulsif n'est pas seulement une réaction d'enfant endeuillé. C'est déjà une déclaration de guerre contre l'injustice, un refus de l'humiliation. Face à lui, Armin incarne une autre posture, celle de la lucidité stratégique. Il comprend que la colère, si elle n'est pas maîtrisée, peut se retourner contre eux. Ce contraste entre Irène et Armin, l'un instinctif, l'autre réfléchi, s'impose comme une tension fondatrice du récit. Deux visions du monde, deux manières de résister, l'une par la rage, l'autre par l'intelligence. Ce chapitre amorce ainsi une critique sociale implicite. La gestion de la crise par les autorités, l'instrumentalisation des réfugiés, la violence symbolique exercée par les élites sur les survivants. La guerre contre les titans masque une autre guerre, plus insidieuse, celle des classes, des statuts, des mémoires.
L'expédition punitive décidée par le gouvernement envoyant 250 000 civils dans une mission suicide contre les Titans constitue un acte d'une violence institutionnelle extrême. Moins de 200 survivants, ce n'est pas une opération militaire, c'est une purge démographique. Le pouvoir, confronté à la crise alimentaire et à la surpopulation des districts intérieurs, choisit l'élimination plutôt que la solidarité. Cette décision révèle une logique sacrificielle glaçante. Les civils ne sont pas protégés, mais utilisés comme variable d'ajustement. Le récit ne masque pas cette brutalité. Il la montre dans toute sa cruauté, sans justification morale ni discours héroïque. Le gouvernement ne cherche pas à vaincre les Titans. Il cherche à préserver l'illusion d'ordre, quitte à sacrifier les siens. Ce passage introduit une critique sociale à peine voilée, qui traverse toute l'œuvre. Dans ce monde cloisonné, la vie humaine est hiérarchisée, instrumentalisée, jetable. Les murs ne protègent pas. Ils organisent l'exclusion. Le pouvoir ne sauve pas. Il administre la mort. Cette scène agit comme un révélateur. Elle transforme le récit de survie en récit politique, où la question centrale devient non plus comme vaincre les Titans, mais qui décide qui doit vivre. La décision d'Irène, Mikasa et Armin de s'engager dans l'armée ne relève ni patriotisme ni de l'héroïsme. Elle est le fruit d'une nécessité intérieure, d'un basculement intime provoqué par la perte, l'humiliation et le désenchantement. Ce n'est pas un choix glorieux, mais un acte de survie physique. Mais un acte de survie psychique, une manière de donner sens à l'insensé. Pour Irène, l'engagement est une promesse de vengeance. Son regard ne cherche pas la justice, mais la destruction. Il ne veut pas comprendre les Titans, il veut les anéantir. Cette posture radicale annonce déjà les dilemmes moraux à venir. Mikasa, elle, agit par fidélité silencieuse. Son choix n'est pas motivé par la haine, mais par l'attachement. Elle suit Irène, non par soumission, mais par loyauté. Son silence est une forme de parole. Elle incarne la constance dans le chaos. Armin, enfin, voit dans l'armée un pari sur la connaissance. Il ne cherche pas à tuer, mais à comprendre. Son engagement est intellectuel, stratégique, presque philosophique. Il pressent que la vérité est enfouie derrière les murs et que seule l'action permettra de la déterrer. Ce moment scelle leur destin. Ils ne sont plus des enfants, ils deviennent des recrues. Et dans leurs yeux, il n'y a plus d'innocence, seulement du feu, du doute et une volonté de l'innocence. Et une volonté de comprendre. Le récit bascule, de la survie à la quête, de l'effroi à la résolution. Dès le tome 1, Irène ne se contente pas de haïr les Titans. Il rejette l'ordre établi. Son ressentiment ne vise pas seulement les monstres, mais aussi les structures humaines qui ont permis leur triomphe. Il frappe un soldat qui insulte les réfugiés, s'indigne du sacrifice des 250 000 civils et refuse la passivité de ceux qui se résignent derrière les murs. Ce ressentiment est politique en ce qu'il dénonce une société fondée sur le mensonge, la peur et l'inertie. Irène ne veut pas seulement se battre, il veut renverser un système. Son engagement dans le bataillon d'exploration est un acte de rupture, presque révolutionnaire. Il ne cherche pas à défendre les murs, mais à briser le cercle de l'ignorance.
Ce désir de vérité, de dépassement, de destruction des murs, physiques et mentaux, annonce déjà les dilemmes éthiques à venir. Irène est un personnage en tension, entre vengeance et justice, entre colère et lucidité. Face à Irène, Armin incarne une lucidité douce, une intelligence stratégique, mais aussi une sensibilité morale. Dans le tome 1, il tente d'apaiser les conflits, de comprendre les enjeux, de penser au-delà de l'émotion. Il ne frappe pas, il parle. Il ne hurle pas, il observe. Armin est le gardien du sens, celui qui cherche à comprendre le monde plutôt qu'à le détruire. Son rêve d'explorer l'extérieur n'est pas motivé par la haine, mais par la curiosité et l'espoir. Il est déjà, dans le tome 1, le contrepoids d'Irène. Là où Irène brûle, Armin éclaire. Cette tension entre les deux amis structure le récit. Elle oppose deux visions du monde, deux manières de résister, deux formes de courage. Armin n'est pas faible, il est éthique. Et c'est cette posture qui fera de lui plus tard un stratège, un médiateur, un porteur de mémoire. Ce n'est pas une nuit de fête, c'est une nuit d'épreuve, une nuit où l'on apprend à tomber et à se relever. Ce chapitre agit comme un seuil initiatique. 3 années ont passé depuis la chute du mur Maria. Irène, Mikasa et Armin, désormais adolescents, achèvent leur formation militaire. Mais cette promotion n'a rien d'une célébration. Elle se déroule dans une atmosphère lourde, presque funèbre. Le titre lui-même, La nuit de la promo, suggère une ironie tragique. Ce n'est pas une nuit de fête, mais une veille de guerre. Ce chapitre marque une étape charnière dans le parcours des protagonismes de l'attaque des Titans. Il s'ouvre sur la fin de la formation militaire des recrues de la 104e brigade d'entraînement et s'organise autour d'un moment décisif. Le choix de leur affectation au sein des 3 branches de l'armée. Ce choix, en apparence libre, et en réalité profondément conditionné par les peurs, les ambitions et les blessures de chacun. Les recrues sont confrontées à un choix, rejoindre la garnison, la police militaire ou le bataillon d'exploration. Ce choix révèle les motivations profondes de chacun. Certains cherchent la sécurité, d'autres la reconnaissance. Mais Irène, lui, choisit le danger. Il veut affronter les titans, non par bravoure, mais par obsession vengeresse. Ce désir presque irrationnel le place déjà en marge. La scène de la nuit de la promotion est donc trompeuse. Elle ne célèbre rien, elle trie, elle expose les failles, les désirs, les contradictions. Elle révèle que l'armée n'est pas un lieu d'élévation, mais un théâtre où chacun doit choisir son rôle, ou s'en voir imposer un. La promotion devient alors synonyme de renoncement. Renoncer à l'innocence, à la sécurité, parfois à la vie. Le chapitre met aussi en lumière les fractures internes du groupe. Jean Kirsten, par exemple, incarne le pragmatisme. Il veut intégrer la police militaire pour vivre à l'abri dans le mur Sina. Son opposition à Irène révèle une tension entre idéalisme et réalisme, entre sacrifice et confort. Ah, Jean. Jean ne rêve pas de gloire ni de vengeance. Il veut intégrer la police militaire, non pour défendre l'humanité, mais pour vivre à l'abri, dans le confort du mur Sina. Ce choix, qu'il assume sans honte,
révèle une lucidité brutale. Il a compris que le monde est cruel, que les titans sont invincibles et que le courage ne protège pas de la mort. Ce réalisme le place en opposition frontale à Irène, dont l'idéalisme rageur frôle parfois l'aveuglement. Leur rivalité, dès le tome 1, n'est pas seulement une question de tempérament. Elle reflète deux visions du monde. Jean incarne la résignation intelligente, Irène la révolte viscérale. Mais Jean n'est pas un lâche. Il est conscient de sa peur et c'est ce qui le rend profondément humain. Là où d'autres se drapent dans les discours héroïques, lui avoue ses doutes, ses limites, ses désirs égoïstes. Et c'est précisément cette honnêteté qui fera de lui, plus tard, un leader crédible, capable de douter, de réfléchir, de décider. Dans le tome 1, Jean est encore en devenir, mais déjà, il interroge le lecteur. Faut-il être prêt à mourir pour une cause? Ou faut-il vivre coûte que coûte? En cela, il est un miroir critique tendu à Irène et à nous. La nuit est aussi celle des souvenirs. Irène rêve de sa mère, de sa promesse, de son impuissance. Ce rêve agit comme un refrain traumatique, une boucle qui le pousse à avancer, mais qui l'enferme aussi dans une logique de revanche. Enfin, ce chapitre prépare le basculement à venir, le retour du titan colossal, l'effondrement du mur rose et l'entrée dans le cycle de l'action. Mais avant cela, la nuit de la promo nous offre un moment de suspension où les personnages ne sont plus des enfants, pas encore des soldats, juste des êtres en devenir, porteurs de doutes, de blessures et de résolutions. Kent Shadis, dans le tome 1 de l'Attaque des Titans, est une figure à la fois intimidante et tragique. Il incarne le rite de passage militaire, mais aussi le désenchantement du soldat brisé. Kent est l'instructeur en chef des recrues. Sa première apparition est marquée par une brutalité théâtrale. Il hurle, humilie, impose la peur. Ce n'est pas un sadique, mais un gardien du seuil. Il incarne la transition entre l'enfance et la guerre, entre l'illusion et la réalité. Son rôle est de briser les naïvetés, de tester les volontés, de préparer les corps à l'impensable. Mais derrière cette façade autoritaire se cache un homme usé, lucide et profondément mélancolique. Kent n'est pas un héros, c'est un ancien du bataillon d'exploration, revenu brisé. Il a vu la mort, il a vu l'échec, l'oubli. Il sait que l'armée ne sauve pas, elle broie. Son attitude envers Irène est ambivalente. Il le remarque, le provoque, le pousse. Il voit en lui une flamme, mais aussi un danger. Jadis est le témoin silencieux de la naissance d'un destin. Il ne l'encourage pas, il ne le freine pas, il observe avec une forme de résignation. Dans le tome 1, Kent incarne donc une mémoire vivante du désastre. Il est le miroir de ce que les recrues pourraient devenir. Des survivants sans gloire, des soldats sans victoire. Sa présence donne au récit une épaisseur tragique, une conscience du prix à payer. Ce chapitre interroge en profondeur la notion de liberté. Peut-on vraiment choisir quand toutes les options mènent à la souffrance ou à la compromission? Peut-on encore parler de mérite dans un monde où les dés sont pipés, où les murs enferment autant qu'ils protègent? En filigrane, l'Attaque des Titans pose ici une question essentielle. Que vaut une décision prise sous la contrainte de la peur? L'entraînement commence. Les recrues doivent maîtriser l'équipement de manœuvre tridimensionnel. Suspendus à deux câbles, ils doivent trouver l'équilibre.
Mikasa réussit, Irène échoue. Il chute, il doute, il se sent incapable. Mais il demande de l'aide, et c'est là que tout change. Reiner, Bertholdt, Armin l'aident. Le lendemain, Irène réussit, puis rechute, et Jadis découvre que sa ceinture était défectueuse. Ce n'était pas Irène qui échouait, c'était l'outil qu'on lui avait donné. Cette scène est une métaphore. La chute d'Irène, c'est la chute de l'orgueil. La demande d'aide, c'est l'éveil de la fraternité. Le défaut de la ceinture, c'est l'aveu que parfois, ce n'est pas nous qui échouons, mais ce qu'on nous donne pour réussir. C'est une leçon de transmission. Apprendre à tomber, apprendre à demander, apprendre à se relever. Ils ne sont pas encore soldats, mais ils ont déjà perdu leur innocence. Et dans leurs mains, l'arme n'est pas encore une lame, c'est une décision. Cet épisode marque une étape charnière dans la formation des recrues. Après les traumatismes du passé, vient le temps de l'apprentissage, de la confrontation aux limites physiques et mentales. Mais derrière les exercices militaires se joue une mise à l'épreuve des convictions. La scène centrale est celle de l'entraînement au dispositif de manœuvre tridimensionnelle, où Irène échoue à plusieurs reprises. Ce moment est crucial, il confronte le protagoniste à sa propre impuissance, brise l'image du héros prédestiné. Ce n'est pas la rage qui permet de voler, mais la technique, la persévérance et parfois un harnais non défectueux. Ce détail, presque comique, révèle une vérité plus profonde. Le destin se joue aussi dans les rouages. L'épisode met en lumière les personnalités contrastées des recrues. Annie Leonhardt refuse les exercices de corps à corps, les jugeant inutiles face aux titans. Mais elle maîtrise l'art du combat et humilie Irène en un clin d'œil. Ce geste n'est pas gratuit. Il relève une lucidité froide, une distance stratégique. Irène, humiliée, apprend et réutilise plus tard la technique contre Jean dans une altercation révélatrice de leurs idéaux opposés. Le soir venu, les recrues doivent choisir leur affectation. Garnison, police militaire ou bataillon d'exploration. Seuls les 10 meilleurs peuvent prétendre à la brigade spéciale. Irène, fidèle à sa promesse, choisit les explorateurs. Mikasa et Armin le suivent. Ce choix n'est pas glorieux, il est existentiel. Il ne fuit pas la peur, il la traverse. Enfin, la scène à la taverne, où Irène défend son engagement face aux sceptiques, cristallise une tension politique. Se terrer derrière les murs, c'est trahir les morts. Ce n'est pas seulement un débat tactique, c'est une question de mémoire et de sens. Ce 4e épisode marque un tournant discret mais fondamental dans la trajectoire des personnages. Celui du passage de l'entraînement à l'engagement, du rêve à la réalité, de l'adolescence à la guerre. Les recrues de la 104e brigade d'entraînement, jusqu'ici figures en devenir, commencent à se dessiner dans leurs contradictions, leurs ambitions, leurs failles. L'épisode s'attarde sur les dynamiques internes du groupe. Jean, motivé par le confort des brigades spéciales, incarne le pragmatisme égoïste. Sacha, toujours guidé par son appétit, devient un ressort comique, mais aussi une figure de spontanéité. Annie, froide et distante, refuse les liens. Reiner et Bertholdt, plus posés, semblent porteurs d'une maturité ambiguë. Mikasa, elle, reste la guerrière silencieuse. Et Irène, toujours animée par sa haine des titans, se révèle de plus en plus comme un moteur instable. Mais au-delà des profils, c'est l'apprentissage du maniement tridimensionnel qui structure l'épisode.
Ce harnais, qui permet de voler entre les murs, devient le symbole d'un rêve de liberté suspendu à des câbles. La réussite technique devient une métaphore de l'équilibre intérieur. Tomber, se relever, corriger, recommencer. Irène, qui échoue d'abord, découvre que son échec n'était pas personnel, mais dû à un défaut d'équipement. Cette révélation est capitale. Elle montre que la chute n'est pas toujours le fruit d'une faiblesse, mais parfois d'un système défaillant. L'épisode interroge ainsi la notion de mérite, de solidarité et de vérité technique. Il oppose le regard humiliant du commandant Chalice à la fraternité naissance entre recrues. Il montre que l'arme véritable n'est pas encore la lame, mais la volonté de se relever, de comprendre, de s'entraider. En somme, première arme n'est pas l'épisode du combat, mais celui de la préparation intérieure. Il installe les tensions, les alliances, les fractures. Il prépare le terrain pour la chute à venir. Et dans cette attente, il murmure déjà que voler ne suffit pas. Il faut savoir pourquoi on s'élève. Les fondations psychologiques sont posées. Irène, Mikasa, Armin, Jean, Ami, Rainer, Bertholdt, Sacha, Connie, Ymir, chacun révèle déjà une attitude face à la peur, à l'autorité, à l'engagement. Ces premières réactions sont des germes narratives. Le choix d'affectation sont révélateurs. Le moment où les recrues choisissent leur corps d'armée, garnison, police militaire, bataillon d'exploration, agit comme un test moral. Ce n'est pas un simple choix tactique, c'est un miroir de leurs convictions. Les interactions dessinent des tensions fondatrices. Les confrontations entre Irène et Jean, les silences de Mikasa, les doutes d'Armin, les provocations d'Annie, tout cela permet de cartographier les lignes de fracture du groupe. Le regard du lecteur est encore libre. À ce stade, les personnages ne sont pas figés par les révélations à venir. Les portraits peuvent donc interroger, suggérer, ouvrir, sans enfermer. Irène Jaeger, le feu incarné. Il ne s'engage pas pour protéger, mais pour détruire. Sa haine des titans est absolue, presque mystique. Il ne doute pas encore, il avance, porté par une promesse de vengeance. Mais cette rage, si elle le propulse, l'aveugle aussi. Porté par la colère et le deuil, Irène incarne la volonté brute. Son serment de vengeance contre les titans est aussi une révolte contre l'ordre établi. Il ne cherche pas à comprendre, il veut détruire. Ce refus de l'oubli fait de lui un moteur narratif, mais aussi un personnage en tension, prêt à se consumer. Comme Prométhée, Irène défie l'ordre établi, animée par une volonté de briser les chaînes du mensonge. Sa haine des titans est une révolte contre les dieux de l'inertie. Il incarne aussi le Jean Valjean de la colère, celui qui ne pardonne pas, mais transforme la souffrance en serment. Mikasa Ackerman, le silence tranchant. Elle suit Irène, non parfois en sa cause, mais par fidélité intime. Elle est la plus douée, la plus stable, mais aussi la plus opaque. Son engagement est un acte d'amour, de mémoire, de protection, pas de conviction. Douée, calme, implacable, Mikasa agit par loyauté. Elle ne parle pas beaucoup, mais chaque geste est une déclaration. Elle suit Irène, non par soumission, mais par mémoire. Sa force est physique, mais sa blessure est affective. Elle est le bouclier et le témoin. Fidèle jusqu'au bout, Mikasa agit par amour et mémoire. Comme Antigone, elle ne discute pas les lois.
Elle suit sa propre fidélité intérieure. Sa force est tragique, sa parole est dans le geste. Elle est aussi une figure camusienne, celle qui résiste sans bruit. Armin Arlert, l'intelligence inquiète. Faible physiquement mais lucide, il rêve d'un monde au-delà des murs et son engagement est un pari sur la connaissance. Il incarne déjà la conscience morale du trio, celui qui doute, qui observe, qui pense. Faible en apparence mais stratège en devenir, Armin pense là où les autres frappent. Il rêve d'un monde au-delà des murs et son engagement est un pari sur la connaissance. Il est déjà la voix du doute, de la nuance, de la mémoire. Armin doute, pense, observe. Comme Hamlet, il est tiraillé entre action et réflexion, entre rêve et réalité. Mais là où Hamlet hésite, Armin avance, doucement, mais avec lucidité. Il est aussi un petit prince inversé, qui cherche non les étoiles, mais la vérité derrière les murs. Jean Kernsten, le pragmatique désabusé. Il veut la sécurité, pas la gloire. Son ambition de rejoindre la police militaire révèle une lucidité sociale. Il sait que le courage ne paie pas, mais derrière son cynisme perce une forme d'honnêteté, brutale. Jean veut survivre, pas briller. Il choisit la sécurité, la police militaire, le confort. Il sait que le courage ne protège pas. Sa rivalité avec Irène révèle une fracture morale entre idéal et réalité. Jean veut monter, survivre, s'élever, mais sans illusion. Comme Rastignac dans Le Père Goriot, il comprend vite que le monde est cynique et que la morale ne paie pas. Il est le spectateur lucide, celui qui voit le jeu sans vouloir y croire. Ah, Sacha Blues, l'instinctive affamée, surnommée la fille patate, elle apporte une touche d'humour et d'humanité. Mais sa relation viscérale à la nourriture dit aussi quelque chose de la précarité, de la survie, de l'animalité refoulée dans ce monde brutal. La fille patate apporte aussi une vérité corporelle. Manger, courir, survivre. Elle est l'innocence dans un monde brutal, l'animalité joyeuse face à la mort. Son humanité est précieuse. Sacha est la compagne du réel, celle qui rit, mange, court. Comme Sancho Panza, elle apporte une humanité terre à terre dans un monde de géants et de quêtes absurdes. Elle est aussi une figure rabélésienne, joyeuse, vitale, résistante. Connie Springer, le naïf impulsif. Il agit avant de réfléchir, souvent dépassé, parfois touchant. Il incarne l'adolescent moyen, jeté dans un monde qui exige des choix d'adulte. Son évolution future n'en sera que plus marquante. Connie agit avant de réfléchir. Il est jeune, maladroit, mais sincère. Il incarne l'adolescent jeté dans la guerre, encore incapable de comprendre ce qui l'attend. Sa trajectoire sera celle d'un éveil douloureux. Connie croit encore que tout ira bien. Comme Candide, il découvre peu à peu que le monde est cruel, que les titans ne sont pas des métaphores. Sa naïveté est touchante et sa chute inévitable. Annie Léon Hart, la distance glaciale. Elle méprise les discours héroïques, se tient à l'écart, mais maîtrise l'art du combat. Son regard est déjà ailleurs, comme si elle portait un secret. Elle incarne la zone grise, le doute incarné, froide, efficace, solitaire. Annie méprise les discours et les illusions. Elle maîtrise le combat,
mais refuse les émotions. Elle est déjà une énigme, une zone grise, une figure du secret. Annie agit, mais ne s'explique pas. Comme Mersault dans L'étranger, elle semble détachée, presque indifférente. Mais ce détachement est une forme de lucidité. Elle est aussi une figure du secret, une énigme en mouvement. Rainer Brown, le grand frère rassurant, fort, calme, protecteur. Il semble stable, fiable, presque trop. Son rôle de mentor auprès des plus jeunes masque une complexité que le récit dévoilera plus tard. Dans le tome 1, il est le pilier. Rainer semble incarner la fiabilité. Il agit comme un grand frère, mais son calme cache une complexité. Dans le tome 1, il est encore un repère, mais ce repère vacillera. Rainer est le soldat noble, le frère d'armes, le pilier. Comme Hector dans l'Iliade, il protège, rassure, incarne la force tranquille. Mais derrière cette façade, une tragédie couve, et le héros deviendra masque. Berthold Hoover, l'effacé, toujours à l'ombre de Rainer. Il parle peu, agit peu, mais observe. Sa discrétion est presque inquiétante. Il semble fuir le conflit, mais son silence est lourd de non-dits. Berthold observe, doute, se tait. Il semble effacé, mais son regard est lourd. Il est l'ombre derrière Rainer, et cette ombre cache bien plus qu'on ne croit. Je préférerais ne pas. Berthold est là, mais ne veut pas y être. Comme Bartleby, il se tient à l'écart, refuse sans dire non. Son silence est une résistance passive, une ombre qui observe sans agir. Christa Lenz, Historia. La douceur lumineuse, peu développée dans le tome 1. Elle attire par sa gentillesse et sa fragilité apparente. Mais cette image angélique cache une histoire plus complexe, que le récit dévoilera progressivement. Gentille, lumineuse, presque trop parfaite, mais cette douceur est une façade. Le tome 1 ne révèle pas encore son histoire, mais elle est déjà une figure de l'ambiguïté. Christa semble douce, pure, presque trop. Comme Ophélie, elle attire par sa fragilité, mais cette image est trompeuse. Elle est aussi une figure de l'innocence construite, un masque social qui cache une histoire plus rugueuse. Ymir, l'ironie mordante. Elle veille sur Christa avec une affection ambiguë, moque les autres, refuse les règles. Elle incarne une forme de liberté intérieure, de refus des conventions, qui la rend précieuse et insaisissable. Ymir refuse les règles, les discours, les masques. Elle est la dissidente, la rebelle, celle qui voit sans se soumettre. Sa parole est précieuse parce qu'elle dérange. Ymir parle, pique, protège. Comme dit Othym dans Le banquet, elle sait plus qu'elle ne dit et guide sans se soumettre. Elle est aussi une figure niestéchène, libre, moqueuse, refusant les conventions. Le tome 1 de l'Attaque des Titans ne se contente pas d'introduire un univers. Il fracture l'innocence, dévoile la brutalité du monde et celle des trajectoires. Il commence par une chute, celle du mur Maria. Mais cette chute est aussi celle des illusions, des sécurités, des enfances. Irène, Mikasa et Armin ne deviennent pas soldats par goût du combat, mais par nécessité intérieure. Leur engagement est une réponse à l'humiliation, à la perte, à l'injustice. Chacun porte une blessure, une promesse, une tension. Et autour d'eux, les recrues dessinent un éventail de postures. Le pragmatisme de Jean
la lucidité d'Armin, le silence tranchant de Mikasa, l'ironie d'Ymir, la distance d'Annie. Le pouvoir, lui, se révèle dans sa logique sacrificielle. L'expédition punitive, la gestion cynique des réfugiés, la hiérarchie des vies. Ce monde n'est pas seulement menacé par les titans, il est rongé de l'intérieur. Mais dans les ruines un serment, je les exterminerai jusqu'au dernier. Ce cri d'Irène, à la fois naïf et radical, devient le moteur du récit. Il annonce une quête, non pas de victoire, mais de sens. Car dans l'attaque des titans, la vraie bataille n'est pas contre les monstres, mais contre l'oubli, la résignation et le mensonge.